Bonjour ou bonsoir, tout dépendant bien entendu à quel moment vous allez écouter cette capsule. Ici David au micro en compagnie pour une première fois de Bruno. Il va être question des cristaux et de la conscience supramentale. Donc, quel lien peut-on établir entre ces éléments? Donc, tout d'abord, bonsoir Bruno, ça va bien? Bonsoir à vous tous. Oui, je Merci, salue également les gens qui nous écoutent, bien entendu. merci David pour cette porte ouverte. Ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, pour commencer cet enregistrement, euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à faire le lien entre les cristaux et la conscience supramentale? Eh bien, on va dire que c'est à plusieurs niveaux. C'est un sujet tellement vaste et tellement grandiose qu'il faudrait passer beaucoup de temps pour pouvoir en débattre d'une façon exhaustive, mais on va considérer que le supramental, c'est une conscience d'information vibratoire, Mhm. que cette conscience, elle a besoin d'un support, que ce support pour un être humain, poser les pieds sur terre, c'est un corps, que ce corps, c'est une biologie, et que cette biologie, elle est sous-tendue par un niveau cellulaire qui lui-même est alimenté par des cellules contenant ce qu'on va appeler des microsimas. Alors j'invite tous les auditeurs à faire leur travail de recherche pour découvrir qu'en fait notre corps cellulaire est composé de microcristaux de silicium, qui fait qu'aujourd'hui on sait que le silicium c'est un porteur, un support d'information qui est contenu dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, etc., etc. Mhm. Et que par analogie, on peut considérer que si ce support d'information est dans notre corps, il peut agir comme une empreinte, une antenne, et donc un parfait réceptacle de la vibration du supramental. Et par analogie également, on peut considérer que la rencontre du supramental et du cristal est ni plus ni moins que la rencontre de l'esprit sur la matière. Et pour reprendre les propos de notre cher Bernard de Montréal, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de fusion sans corps physique Mhm. possible. Hein. Oui. Donc s'il n'y a pas de fusion sans corps physique, il est sous-entendu que le corps physique est le support de la fusion. Donc on est totalement dans la cohérence en formulant le postulat que le corps étant le réceptacle de la fusion et donc le réceptacle de la conscience du supramental et donc le réceptacle de la supraconscience. Et on pourrait même aller jusqu'à dire, sans trop faire d'efforts, que le corps, c'est le supraconducteur de la supraconscience. Voilà, je pense que c'est pas mal formulé comme ça. Alors, par ailleurs, euh, la science admet que l'organisme humain contient 7 grammes de silicium. Donc, c'est pas rien. Ça veut dire que pour ceux qui ont fusionné, c'est très intéressant de savoir qu'avec seulement 7 grammes de silicium, ils ont vécu la fusion totale de leur vivant dans ce corps biologique, dans ce vaisseau-là. Donc c'est assez intéressant de savoir ça. Parce que, en fait, on n'est pas séparés du tout de ça, tous, chacun d'entre nous et chacune, puisque nous sommes tous porteurs de ces 7 grammes de silicium. Du coup, ben, soyons, comment on va dire, dans une forme de réjouissement de savoir que, au départ, on a tous le même potentiel. On peut écrire potentiel en 2 mots, un pote dans le ciel. Hein. C'est très rigolo d'ailleurs ça. Parce qu'en fait, il suffit de travailler sur l'opacité de l'ego pour permettre à cette conscience de fusionner. Alors,
certains ont choisi la voie du cristal parce qu'on s'aperçoit que si on étudie un petit peu les travaux de tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui sur l'eau, on s'aperçoit que le phénomène de vieillissement du corps est dû à un manque d'hydratation, que la qualité biologique, vibratoire de l'eau a une incidence sur la cellule humaine. Je vous renvoie aux travaux du japonais bien connu, Emoto. On va dire que cette conscience-là influence, donc cette conscience vibratoire influence l'eau. On sait aujourd'hui qu'une cellule est sensible à la vibration, comme la musique, les sons, etc. Donc ce qui m'amène à proposer cette rencontre entre l'esprit et la matière, c'est de partir d'un postulat où, finalement, pour obtenir cette symbiose, plus la biologie du corps sera alignée, plus la fusion sera simple et facile à vivre, même si ça, ce ne sont que des polarités. Hein, parce que la notion de facile, on pourrait la décliner. Ben oui, parce que la fusion avec l'esprit amène une transformation de l'ego, une transmutation. Et tout changement amène souvent des résistances, amène un certain état de souffrance aussi. Tout à fait. Et donc c'est là que chaque un est différent et qu'en fonction du chemin que l'on a tous parcouru de notre programmation, effectivement, il y aura ou pas une fusion différente. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bernard de Montréal a laissé comme témoignage le fait que, puisque l'ego ne peut pas décider la fusion, puisque la personnalité ne peut pas décider la fusion, la seule manière qu'il y a d'aller vers ce postulat, c'est de nourrir l'esprit. Eh bien, on peut dire aussi que nourrir l'esprit, c'est un angle et qu'il y a sans doute une piste à expérimenter qui est nourrir la matière, ouvrir la matière. Et si on peut ouvrir la matière, eh bien, allons-y. Passons directement par la cellule, passons directement par le contenu silicé de notre biologie et essayons avec conscience de faciliter le travail de ce support biologique qui va faire comme le poste radio, attirer la bonne fréquence à lui pour permettre le mariage de l'esprit et de la matière, qui est plutôt un beau challenge. Voilà. Oui, ben c'est ça, ça peut représenter un beau défi, l'unification de l'aide totale au sein de la personne. Mais le point, c'était de voir un petit peu le lien entre les cristaux, puis, entre autres, l'être humain nouveau. Est-ce que les cristaux peuvent servir de support énergétique pour amplifier certains mouvements? C'est sûr qu'à la base, comme tu le mentionnais, le processus de la fusion n'est pas déclenché par l'ego. Donc, c'est quelque chose qui est imposé à l'individu. Mais une fois que la personne est mise en contact avec l'énergie de l'esprit, bien, c'est de voir, est-ce que, dans certains cas, sans doute, il y a des gens qui sont mis en contact aussi à travers ça, à œuvrer avec des cristaux. Je pense, dans le fond, comme toi, là, ou l'un de tes amis, là. Oui, alors, il y a des informations qui semblent émerger et qui sont un petit peu, je vais employer un mot un petit peu fort, mais un petit peu révolutionnaire. Il semble que les races à venir vont être de plus en plus conscientes, donc de plus en plus informées, donc avec un pouvoir créateur exponentiel. Et si on essaye un petit peu de creuser ce qu'on ressent, c'est que
Et l'expérience qui a été vécue par tous les peuples sur Terre, et par exemple les Mayas qui transmettaient toute leur conscience dans les cristaux et qui transmettaient tout leur savoir et toutes leurs expériences par des crânes de cristal qui avaient d'ailleurs des mâchoires inférieures articulées pour les différencier des crânes d'aujourd'hui qui ne sont pas articulés et donc qui ont pas la même conscience. Mais bon, là on s'échappe un peu dans la mémoire de la race, mais quand même, ça fait partie des expériences. On peut commencer à se poser la question de savoir si la 6e race racine va pas vers un changement également biologique, parce que si l'esprit prédomine, l'esprit va influencer la matière et on peut présupposer que cette matière va sans doute muter vers une conscience biologique beaucoup plus silicée que carbonée. Ça paraît un gros défi, mais en même temps, compte tenu de la durée de la race, la 6e race, qui selon Bernard de Montréal durerait 2500 ans, je crois que ça fait partie des possibles et que, en fait, le lien qu'il y a vraiment fondamental entre les cristaux et l'esprit, c'est que l'esprit va transmuter la biologie moléculaire du corps, c'est-à-dire que nous allons perdre notre animalité de plus en plus, ça paraît évident, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus subtil et donc de beaucoup plus cristallin. Hein, oui, exactement. Ben, dans le fond, ça me fait penser au processus d'éthérisation de l'individu. Ouais. Complètement. Et on connaît tous ce phénomène, on l'a sur Terre depuis des siècles sous les yeux sans en avoir conscience, c'est le phénomène du diamant. Hein. Le diamant, c'est un carbone qui est organisé dans son organisation de matière qui est la plus subtile, la plus éthérisée, puisqu'à l'origine, natif, c'est du charbon. Et c'est en migrant, en passant tous les strates au niveau vibratoire et de contingence matérielle et minérale, que ce morceau de charbon un jour deviendra un diamant. Eh bien, si on regarde ça d'un point de vue scientifique, je ne suis pas un scientifique, hein, mais si on peut regarder ça d'une façon à s'informer d'une façon très banale, hein, comme je le fais moi-même sur Internet, on s'aperçoit qu'en fait, eh bien, c'est simplement l'organisation géométrique de la matière qui fait la matière. Et donc, nous sommes aussi assujettis à cette transmutation. On peut considérer que peut-être l'homme de la 5e race était un charbon animal, hein, organique, qui va devenir un beau diamant dans la 6e race racine, un beau diamant vibrant, éthérisé, et qui aura la chance d'être, lui, organique et pas figé comme le charbon. Et donc avoir accès à une information extrêmement puissante, puisqu'on sait que le support de l'information, c'est le silicium. Hein. Donc avec un pouvoir organique et un pouvoir sur la matière énorme, qui fait que, eh bien, effectivement, ce que disait Bernard de Montréal était une prophétie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous de l'homme, que nous demanderons des comptes aux races mères, et que nous aurons une puissance inégalée dans l'univers. C'est fort possible. Parce qu'il n'y aura eu aucune expérience similaire auparavant. Et donc, cette planète expérimentale, probablement, va produire un humanoïde silicé qui n'a nul autre pareil dans les univers. Oui, c'est une expérience unique qui donnera un résultat unique. Par contre, c'est sûr qu'en lien avec ça, c'est intéressant de voir l'évolution de l'être humain, sa mutation, un peu comme le carbone qui devient diamant ou la chenille qui deviendra un jour papillon. C'est ça, complètement. Et alors, on peut même penser qu'il y aura une influence matière sur notre environnement, puisque
Aujourd'hui, la plupart des systèmes sont composés de carbone, et on peut imaginer qu'avec une race de cette puissance vibratoire, de cette puissance d'information, elle puisse influencer suffisamment l'environnement pour le transformer. Et on peut pourquoi pas imaginer dans nos pires délires que nous allons bientôt marcher sur une planète de cristal, à l'image de notre esprit. Mhm. Et donc, on peut imaginer que, comme certains l'ont supposé, il y aurait un 8e super-univers qui serait composé uniquement de corps silicés cristallins, dans laquelle des millions d'êtres feraient l'expérience de cette nouvelle conscience cristalline, animée, dans un corps vivant, hein, et non plus inerte comme l'eau, par exemple, qui est un cristal amorphe. Exactement. Et c'est sûr que c'est intéressant comme perspective d'avenir de développement. Puis ça me faisait penser, entre autres, à Bernard de Montréal qui parlait de l'existence d'êtres chimiques en plus d'êtres biologiques. Voilà. Et donc peut-être que nous sommes une expérience qui n'a jamais été tentée par les races mères, parce que nous serons les seuls à ne pas aller vers une voie de corps chimique, mais d'aller vers une race hybride. C'est peut-être d'ailleurs les desseins cachés des races mères, de créer une race hybride entre le carbone et le silice. Ça peut être possible à travers l'expérimentation qu'ils font à travers de la matière pour la constitution de différents types d'êtres avec différents niveaux de densité, de forme. Voilà, totalement. Mais pour en revenir à un peu plus du terre-à-terre, parce que ça c'est la perspective d'avenir à long terme, mais pour les gens qui nous écoutent et qui, par exemple, se sentent interpellés par les cristaux, parce que c'est sûr que présentement, à l'égard des cristaux, il y a une grande fascination qui s'y rapporte, notamment dans le milieu du Nouvel Âge. Il y a des boutiques un peu partout qui fleurissent dans les pays occidentaux pour nous vendre des cristals. Toi, comment tu te situes par rapport à ce phénomène? Alors, je vais amener une information qui n'est pas une information intellectuelle, mais qui est une expérimentation. Et pour l'amener, je vais donc utiliser une expérience polarisée, c'est-à-dire une expérience vibratoire qui génère la vie et une expérience vibratoire qui génère la mort. Je m'explique. Vous pouvez tous vous livrer une expérience. Vous allez vous procurez un cristal de roche ou peu importe quel minéral, et vous voulez savoir quel est son taux vibratoire. Eh bien, il y a une expérience qui est facile à faire, que vous pouvez tous faire chez vous, c'est vous poser ce cristal au sein d'une plante verte ou au sein d'un pot de fleurs. Et je vous garantis, parce que je l'ai vécu, que si ce minéral il est dans une fréquence vibratoire extrêmement basse, voire qu'il a été, on va dire, conscientisé par des énergies noires, parce que ça existe, hein, eh bien votre plante, dans les 20 minutes, elle va plier du genou, hein, elle va baisser du nez, voire elle va s'effondrer sur son pot. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez tous faire. Voilà, ça c'est un aspect polarisé d'un cristal qui a une vibration basse, lourde et inférieure au taux vibratoire du végétal. Ça, c'est du vécu, c'est pas de la science-fiction. La deuxième chose, c'est que ce même cristal, vous le prenez, vous le nettoyez, vous le passez sous l'eau, voire vous le laissez tremper toute une nuit, voire vous pouvez pratiquer la fameuse chimie de mettre du sel à l'intérieur. Alors pourquoi le sel? Parce que le sel scelle, et il va prendre les vibrations basses et il va rester que les vibrations moins basses en surface. Mm-hmm. Ce même caillou, vous le reprenez le lendemain matin, vous le mettez dans un autre pot de fleurs, sachant que votre pot de fleurs de la veille, les feuilles et les fleurs sont remontées pour vous démontrer la puissance du végétal, et vous reposez le cristal
soit dans un nouveau pot de fleurs, soit dans ce pot de fleurs. Et vous verrez le résultat et vous constaterez de vos yeux que, effectivement, les cristaux ont une vibration ou tout du moins quelque chose à l'intérieur qui fait qu'ils peuvent influencer le règne végétal. Donc, toujours par analogie, si un cristal peut influencer le végétal, il peut influencer le minéral, il peut influencer l'humain, il peut influencer l'eau, puisque l'eau est un support d'information. Partant de cette expérience, quand vous êtes certain que ce cristal, je vous invite à plutôt prendre un cristal de roche. Quand vous avez ce cristal de roche, vous partez de ce principe qu'il a été nettoyé, purifié et qu'il est dans un bon taux vibratoire. Vous allez prendre 2 verres d'eau du robinet. Un dans lequel vous mettrez le cristal et l'autre dans lequel il n'y aura rien. Et vous allez à l'aveugle, c'est-à-dire vous allez vous fermer les yeux, vous allez vous arranger pour ne pas reconnaître effectivement où est placé le cristal dans le verre où il est déposé. Et à l'aveugle, vous pouvez attendre une petite heure, hein, c'est pas mal. À l'aveugle, vous allez boire l'eau qui est contenue dans les 2 verres. Et gustativement, vous constaterez la différence entre le verre où il y a eu un cristal de roche et le verre où il n'y a pas de cristal de roche. Ça, c'est une expérimentation que vous pouvez faire et dont vous aurez un résultat immédiat. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Ben, c'est intéressant parce que c'est apporté des gens qui nous écoutent. Puis, en termes de cristal, dans l'optique de faire cette expérience-là à l'aveugle, y a-t-il un type de cristal que ça serait plus pertinent d'acheter que d'autres? Moi, je pense que le cristal de roche, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein, un petit cristal de roche. D'abord, économiquement, c'est très abordable pour la plupart des gens. Ben, quand tu parles de roche, est-ce que tu parles d'un quartz? Oui, okay. Mais non, plus un cristal de roche parce que le quartz n'est pas transparent. Le quartz, généralement, il est laiteux, il est coloré. Que le cristal de roche, il est généralement plutôt clair, voire transparent en fonction de son organisation de matière. Sachant que sa transparence se modifie au contact de l'homme. Okay. Si vous avez un cristal extrêmement transparent, il peut s'opacifier dans votre poche si vous le portez en permanence. Et inversement, vous pouvez avoir un cristal extrêmement laiteux qui se clarifie à votre contact parce que votre taux vibratoire fait que lui change l'organisation de sa matière. Et donc, vous découvrirez que les cristaux sont vivants. Oui, puis c'est intéressant l'expérience à l'aveugle parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est de la croyance ou de l'effet placebo, là. Tout à fait. Et vous pouvez même le faire à d'autres qui sont des incrédules. Et qui, Alors, il y a une petite anecdote aussi que connaissent bien ceux qui ont fait cette expérience et qui ont des animaux domestiques. Je peux vous assurer que c'est du vécu. Quand vous avez fait ça avec un animal, un chat ou un chien, vous lui mettez 2 gamelles avec de l'eau dont une, il y aura des cristaux et l'autre, il n'y en aura pas. Eh bien, vous serez assez stupéfait de voir que votre animal favori ira boire uniquement l'eau où il y a des cristaux. Ah, ben ça, c'est intéressant parce que je pourrais le faire parce que chez moi, j'ai un chat avec 2 contenants pour mettre de l'eau. Fait que j'en mettrai un avec, puis l'autre sans, puis je regarderai quel qui risque de se nourrir. Et vous verrez que ces animaux, vous ne les appellerez plus des bêtes. Ah ben oui, ben c'est sûr que les êtres sont dotés de sensibilité. D'ailleurs, au Québec, il y a quelques années, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour reconnaître l'animal comme étant un être doté de sensibilité au lieu que ce soit considéré comme un objet. Et oui, vous êtes des précurseurs et vous êtes le pays béni de la supraconscience. Donc c'est normal que vous soyez en avance parce qu'il y a beaucoup plus d'esprit au centimètre carré chez vous que sur la plupart des pays de la planète. Ben, c'est sûr que Bernard de Montréal est venu ici, là, puis il y en a d'autres aussi. Mais pour en revenir à l'expérience, donc c'est ça, c'est intéressant l'idée de faire une dégustation à l'aveugle parce que j'ai déjà vécu une expérience, mais c'était de comparer l'eau du robinet
avec de l'eau qu'on achète en bouteille. Puis de l'eau aussi que je mettais des... Je faisais un mélange pour qu'elle goûte alcaline. Puis là, je faisais discuter ça, je faisais goûter ça aux gens. Puis on s'était rendu compte que finalement, l'eau du robinet, c'était elle qui était moins bonne. Hum. Ouais. Alors après, dans les eaux en bouteille, il y a un autre phénomène qui complique les choses, c'est que les eaux sont pas toujours très bonnes, mais il y a quelque chose d'aggravant, c'est les réactions physico-chimiques des revêtements qui sont en polypropylène ou en espèce de plastique, je ne sais pas trop. Je m'intéressais à ça, mais il y a des années que je ne m'y intéresse plus. Depuis que j'ai découvert la qualité vibratoire du verre, il y a très longtemps que je ne bois plus du tout d'eau dans des bouteilles en plastique. Donc ça, c'est aggravant, parce qu'il se passe des phénomènes que les gens ont perdu de vue. C'est que ces eaux-là sont stockées sous film plastique sur des palettes en extérieur. Et donc, ces bouteilles en plastique reçoivent les UV, reçoivent des chaleurs solaires très fortes, avec des froids de la nuit importants, donc des chocs thermiques. Et en termes de vibration, on sait aujourd'hui, depuis toujours, moi qui ai une expérience de mécanique, on sait qu'on utilise les caoutchoucs ou les plastiques pour arrêter les vibrations, notamment les cylindres blocs des moteurs, ont pour vocation de diminuer la vibration des moteurs. Donc imaginez comment l'involution s'est débrouillée pour vous vendre des eaux sous plastique afin que cette eau-là soit très très basse en vibration. Là, il y a un phénomène aussi de cause à effet, hein, c'est évident. Mais c'est sûr qu'en lien avec ça, si je regarde dans le congrès, si je vais me promener faire de la marche ou en vélo, où la bouteille peut tomber par terre ou être un petit peu bousculée, c'est plus pratique du plastique que de la vitre. Donc, Oui. quoi faire dans les déplacements à ce moment-là? Eh bien, il faut être bienveillant avec soi-même. Et bienveillant avec soi-même, ça a un coût. C'est-à-dire qu'en fait, écoutez, il y a des gens, par exemple, qui font des habillages de bouteilles. Hein, donc, il faut avoir une bouteille habillée. Alors, en France, nous, on a des gens qui habillent des bouteilles avec de la ficelle. Donc, ça permet déjà d'éviter les premiers chocs. Et généralement, eh bien, il y a des étuis aujourd'hui réfrigérés pour les bouteilles. Il suffit d'acheter cet étui et d'y mettre à l'intérieur un linge. Et puis, comme ça, on a une bouteille qui est protégée. Mais moi, personnellement, ça fait des années que je pratique ça. J'ai jamais cassé de bouteille que j'emmène avec moi tous les jours. Et sachant qu'en plus, à l'intérieur de ces bouteilles, il y a beaucoup de cristaux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un, il y en a une dizaine. Donc, les bouteilles sont assez souvent choquées par les cristaux quand on les transporte ou quand on boit avec. Il suffit d'avoir un linge autour pour les protéger. Moi, je comprends. De toute manière, c'est quelque chose d'irréversible parce qu'une fois qu'on a goûté à cette eau et qu'on a mis en place notre propre protocole pour avoir, cette eau informée, vibrante et voire encodée en fonction de la qualité des cristaux qu'on utilise, eh bien, on ne revient pas en arrière. Quand on a goûté un bon vin, on a du mal à boire du vinaigre. Mm-hmm. Oui, souvent les êtres humains vont chercher tout le temps à optimiser. Oui, et puis après, c'est une question aussi de conscience parce que, en fait, c'est quelque chose qui nous fait du bien avec très très peu d'investissement et très très peu de contraintes. Et quand on sait que notre corps est composé à 70, enfin personne n'est d'accord sur le pourcentage, mais c'est pas très important, on est composé de beaucoup d'eau, eh bien cette eau, tant qu'à faire, qu'elle ne soit pas nauséabonde et qu'elle soit parfaitement hydratée, drainée, vibrante, silicée. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand même, chaque cellule a besoin d'être hydratée. Pour qu'elle soit hydratée, il faut que l'eau puisse pénétrer à l'intérieur de la cellule. Et ça, une eau de robinet, elle n'en est pas capable. D'ailleurs, les gens qui utilisent
ce genre de protocole passent tous par la filière de l'osmoseur, c'est-à-dire qu'ils utilisent un appareil qui va permettre d'éliminer les boues, etc., etc., jusqu'à 2 microns, hein, puisque je crois que le maximum qu'on puisse aller en filtration d'eau, c'est 2 microns. Après, cette eau, elle doit être reminéralisée, et pour les puristes, elle va être vortexée, dynamisée, etc., etc. Donc, il y a tout un protocole très, très, très rigoureux pour obtenir une eau de qualité supérieure ou égale à la source, à une source. Exactement, mais avant d'en venir là, je pense que la meilleure chose pour quelqu'un avant d'investir pour acheter un osmoseur, ça serait de commencer tout simplement d'expérimenter avec le cristal. Bien sûr, Comme tu tout nous à fait. proposes tantôt, fait que c'est sûr que d'acheter un cristal au magasin, un cristal de roche, c'est quand même accessible sur le plan financier. J'ai moi-même l'intention de tenter l'expérience. Puis comme tu disais, ben, une fois qu'on achète le cristal, ça peut être de le dépolluer en le faisant tremper là, avec de l'eau et du sel. Là. Ah oui. Mais déjà, l'expérience qui est très intéressante, c'est de le mettre dans une plante verte, parce que c'est du vivant, c'est du biologique, hein, c'est du minéral, c'est du végétal, pardon, et ça permet tout de suite de voir la fréquence vibratoire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce qu'à l'insu, il faut savoir une chose qui est gravissime, à mon avis, mais bon, c'est ce monde d'évolution. Mhm. À l'insu des gens qui vendent des pierres, ils peuvent avoir, comme dans tout organisme vivant, des pierres qui contaminent la totalité de leurs pierres. Et ça, c'est très important à dire parce qu'on est tous fascinés par les cristaux. Forcément, j'ai un cristaux, il est très vibrant, il est très propre, il est très pur, il va me faire du bien. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, parce qu'un cristal, c'est de l'information, c'est de la mémoire, et la mémoire, on sait ce que c'est. Il n'y a qu'à se confronter à la mémoire de la race, et on voit que la mémoire de la race, c'est plutôt une mémoire guerrière, hein, c'est pas les bisounours. Donc, les cristaux, c'est la même chose, ils sont la prolongation de notre conscience mémoire, de notre histoire, et tous les cristaux ne sont pas des cristaux lumineux. Mhm. On connaît tous l'histoire des Atlantes et on sait que les cristaux peuvent être utilisés aussi bien pour l'involution que pour l'évolution. Donc, quand on doit ingérer une eau qui est passée par un cristal, eh bien, autant faire se peut qu'elle soit la plus vibrante possible. Donc, utilisons, comme dirait Bernard de Montréal, l'arme absolue de la conscience, c'est le discernement. Oui, exactement. Puis l'importance de ne pas croire. Voilà, tout à fait. Exactement. Oui. Voilà. Je vous dis ça parce que il y a eu une époque où il y avait une pierre à la mode qui était la shungite, hein, où on disait, voilà, la shungite, c'est un minéral extraordinaire, etc., etc. Et c'est ce fameux minéral que j'ai placé sur une plante verte et que la plante verte, elle a failli crever. Donc, même ces cristaux qui auraient une vocation à être extrêmement dépolluant et attrayant, voyez-vous, le discernement fait que non, il faut être extrêmement vigilant avec ça. Mais justement, par rapport à la shungite, ce type de pierre-là est supposé de neutraliser les effets négatifs des ondes électromagnétiques qui proviennent du Wi-Fi, du cellulaire, ces technologies-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs attitudes à avoir. La première, donc, c'est l'expérience du végétal pour voir si elle a une fréquence vibratoire qui n'est pas nocive. Ça, c'est la première expérience. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que pour les gens sensibles, c'est facile à sentir, hein, parce que moi, je l'ai fait avec un téléviseur, même si j'ai pas de télévision, je l'ai fait chez des amis. On peut ressentir à l'aveugle aussi, quand on met une pierre vers un écran de télévision ou sur une box, par exemple, sur un système Wi-Fi, on peut le sentir d'une façon tactile, hein, cette fréquence vibratoire qui vous atteint ou qui vous atteint pas. Donc ça, je suis désolé, ça c'est vrai que c'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour ceux qui n'ont pas cette sensibilité-là, il y a quelque chose qui est extrêmement facile à faire et qui est très connu aujourd'hui dans le monde. Plutôt qu'un minéral, il faut utiliser un végétal, c'est le cactus. On sait aujourd'hui, et c'est prouvé, que le cactus a pour vertu
d'emmagasiner certaines fréquences, voire certaines radiations. Et donc, il est très, très, très bénéfique pour l'être humain d'avoir des cactus à proximité de tous les appareils qui fonctionnent sous forme d'ondes. Alors, okay. L'intérêt de ça, c'est que le cactus, ça coûte très peu cher. Hein. Pour 2 euros, vous pouvez vous procurer un petit cactus dans un petit pot. Vous pouvez faire l'expérience. Et c'est assez illimité, d'ailleurs. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et pour les cactus qui vont recevoir assez fortement, voire très fortement, les fréquences du Wi-Fi, par exemple, ou de choses comme ça qui sont nocives, vous verrez qu'ils perdent leurs aiguilles. Donc, ça, c'est un outil de discernement assez intéressant. Très peu cher. Et en plus, on peut s'absenter, ça n'a pas besoin d'eau beaucoup. C'est quelque chose qui peut rester assez longtemps sans intervention humaine. Mais si le cactus il perd ses aiguilles, est-ce que c'est dans le sens qu'il se dévitalise puis il se dirige vers la mort? Tout à fait. OK. Mais à ce moment-là, ça ne neutralise pas. Je veux dire, c'est le cactus, il est bombardé par ça, puis bon, il se dégrade. Ça n'empêche pas les gens qui sont proches du Wi-Fi d'être épargnés de ces fréquences électromagnétiques, ouais. Dans ce cas-là, ça agit comme un indicateur. Donc, ce qu'il faut, je l'ai pratiqué ça, c'est que il faut passer sur la taille supérieure, voire sur plusieurs cactus. Et à un moment, il n'en faudra pas beaucoup d'ailleurs, hein, parce que à moins que ça soit de la 5G, mais comme à l'époque, j'ai pas expérimenté la 5G et que je ne veux pas l'expérimenter. Normalement, en passant avec un cactus de taille supérieure, voire de 2 ou 3 cactus, ça devrait se stabiliser. Ça, c'est parce que c'est le plus petit, c'est un indicateur. Ça démontre aussi à l'être humain le côté nocif des fréquences et des ondes. Ben oui, parce que si ça a de l'impact sur le végétal, c'est parce qu'à quelque part, il y a concrètement un effet qui est nocif. Ouais. Tout à fait. Et là, c'est une preuve par l'expérience, hein, c'est pas intellectuel. Donc c'est très intéressant à voir. Et maintenant, après, ceux qui s'intéressent au végétal, ils verront qu'il y a certaines plantes, enfin, ça faudrait vraiment, je m'y intéresse à une époque, j'ai laissé aussi tomber tout ça, mais il y a certaines plantes qui se nourrissent, elles, de certaines fréquences. Alors après, bon, faut faire son travail de recherche, il faut voir ce qui peut participer, mais le végétal est une arme très puissante contre le rayonnement électromagnétique et contre les ondes. J'en ai pour preuve qu'il suffit que vous alliez en forêt avec vos téléphones portables et vous verrez que vous n'aurez pas de réseau. Donc le végétal, et notamment le bois, et je crois que c'est surtout les résineux, présentent une barrière naturelle aux fréquences. Mais en même temps, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'antenne relais dans certains endroits en forêt. Ah, même quand il y a une antenne relais, j'ai fait l'expérience en France, même quand il y a une antenne relais, quand vous êtes sous les arbres, vous n'avez pas de réseau. OK. Ouais, en termes de Wi-Fi. Après, vous pouvez avoir de l'Ethernet si vous avez une box, hein, ça c'est pas un problème. Mais je vous dis ça parce que j'ai vécu l'expérience d'aller faire un petit stage dans un gîte de yurts, hein, en France, et eh bien on n'avait pas de réseau, pas du tout de réseau, alors qu'il y avait une antenne sur la colline en face. Et dès qu'on sortait du sous-bois, qu'on montait sur les routes qui étaient au-dessus du gîte, et là, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on pouvait téléphoner à nos amis ou à nos familles respectives. Ah ben c'est intéressant. Voilà des petites astuces simples à vivre parce qu'elles sont vécues et d'expérience. Donc du coup, voilà, c'est assez simple d'accès. Oui, exactement, parce que si les gens vivent des choses, ben à ce moment-là, c'est pas de la croyance qui s'y rapporte. Voilà. Donc, voilà. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, j'ai l'intention d'expérimenter là, en me procurant un cristal, puis voir justement à l'aveugle, surtout que je peux jouer le jeu avec ma compagne, quelle eau, si je vois une différence ou non. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Donc, on va
compléter l'enregistrement à ce sujet-là. C'est sûr qu'éventuellement, on peut se reparler une autre fois. Donc, en terminant cette capsule qui visait à faire le lien entre le supramental, entre autres, et les cristaux, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Bah oui, mais il va nous falloir des heures. Ben, c'est sûr qu'on peut faire une autre capsule, mais juste pour synthétiser dans les prochaines minutes, là. Eh bien oui, je vais finir par mon sujet favori, qui est le supramental, et vous délivrer un petit message que vous pouvez tous retrouver dans l'audio de Bernard de Montréal sur les tests du double et l'épuration du doute, qui est son audio 65. Et vous pourrez y redécouvrir ou y découvrir qu'en fait, l'homme, dans ce chemin de vie qu'il est en train d'accomplir, va redécouvrir, parce que ça existe déjà sur la plupart des planètes qui nous entourent, va redécouvrir la création et l'utilisation des cristaux par les couleurs, avec des vocations de soigner par les cristaux, de s'informer par le cristal, et de pouvoir fusionner en conscience totale par la vibration de son énergie. Et cette vibration fréquence lui permettra de créer dans la forme, donc créer des cristaux par l'esprit, dans la forme, à des fins de soins, à des fins de communication, et tout est ouvert en fait, puisqu'on n'en connaît pas tous les tenants, les aboutissants. L'homme étant égal à son double, il aura le pouvoir total sur sa conscience. Donc je vous invite à réécouter les tests du double et l'épuration du doute, où je peux même vous donner à la minute près, c'est 45 minutes et 15 secondes, vous voyez, c'est très précis, où il parle de cette fameuse capacité que va retrouver l'homme supraconscient dans la création du cristal. Donc je voudrais remercier pour cette magnifique capsule qui me permet de faire le lien entre l'esprit supramental et la matière. Je considère ça comme un grand privilège d'être au carrefour de l'esprit et de la matière pour vous faire partager avec notre ami David ce magnifique moment. Ben, c'est un plaisir partagé, Bruno. Donc, c'est sûr que j'apprécie que tu aies accepté cette invitation qui s'est faite d'une manière spontanée aujourd'hui. Et puis, c'est sûr que c'est intéressant la perspective d'avenir pour l'humanité en relation avec les cristaux. Puis aussi de voir concrètement, parce que je t'ai amené aussi sur le terrain du pratico-pratique, de qu'est-ce qu'on peut vivre dès maintenant en lien avec les cristaux. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, la façon que je perçois ça, c'est que l'être humain aura à utiliser, entre autres, des cristaux pour restaurer la Terre en relation avec les problèmes de pollution à l'époque actuelle. Tout à fait. Donc, c'est sûr que quand tu mentionnais que les cristaux peuvent servir à guérir, donc il y aura sans doute une redynamisation qui devrait être faite des écosystèmes, notamment de l'eau. Il y a beaucoup d'endroits que l'eau est polluée, et ainsi de suite. Il y aura éventuellement un travail en lien avec ça, de ce que je capte, de restauration de la Terre pour compenser les problèmes associés à l'évolution. Tout à fait. Et en France, ça existe déjà. Il y a déjà des gens qui sont fédérés pour travailler sur les réseaux. Les géobiologistes connaissent bien tous ces réseaux qui parcourent la Terre. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se fédèrent pour redynamiser les grilles de façon à faire évoluer le taux vibratoire de notre chère Terre-Mère, qui n'est pas un tas de cailloux, mais qui est bien une conscience matière. Oui, exactement. Parce que c'est sûr que le travail de l'esprit doit s'intégrer dans la matière pour que la chair se fasse verbe. Tout à fait. Et Bernard l'a bien stipulé, pas de corps, pas de fusion. Donc,
Je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit et si je me répète, mais c'est pas grave. C'est très intéressant d'avoir cette approche, de se dire en fait, voilà, je suis extrêmement privilégié d'avoir un véhicule qui va me permettre de vivre la fusion. Et ce véhicule, j'en fais quoi? Est-ce que je l'entretiens ou est-ce que je le délaisse? Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'utiliser tous les moyens, d'être bienveillant avec moi-même, de façon à être bienveillant avec le monde qui m'entoure et de faire que ce corps devienne enfin un temple et pas une décharge. Exactement. Même chose pour le devenir de la Terre. Donc, que ça ne devienne pas un dépotoir. Donc, c'est sur ces considérations qu'on va se quitter. Et puis, ben, encore une fois, je te remercie pour avoir accepté mon invitation, le temps que tu as consacré également à cet entretien. Merci à toi et très heureux de participer à ce bout de chemin ensemble. Excellent. Donc, je vais compléter ici l'enregistrement en disant aux gens à bientôt. À bientôt, merci.